Donc, bah, on a pas mal de gens à distance. Hein. Il y a dû y avoir des peurs des routes du coin. À la limite, c'est plus facile d'arriver en train que. Donc, bah, bienvenue à toutes et à tous, hein, surtout nos collègues du GAM qui ont fait le déplacement jusqu'ici. On vous remercie. Alors, je pense qu'on vous rendra l'appareil un jour, hein, mais en tout cas, c'est bien pour cette première rencontre qu'on puisse se voir là. Donc, on a prévu une intro à trois voix. Je vais laisser la parole à Philippe Chaumagne, qui est finalement notre hôte CEA. Pour dire quelques mots d'un. Je suis venu en soutien. En guest star, la guest star. En guest star, voilà. En soutien à l'opération, parce que alors on racontait qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont été lancées bien avant la création de l'ADRF, hein, donc on s'attribue rien, c'est juste une continuité. Et donc, dans le cadre de DRF Impulsion, on a essayé de faire pas mal de choses aussi pour tisser des liens. Et puis, donc on discute régulièrement de toutes les initiatives qui peuvent être transversales à la DRF, qui sont très structurantes, parce qu'en fait, si on doit faire collectif, si on n'est pas juste un ensemble d'UMR ou un ensemble d'instituts, c'est bien qu'il y a une valeur ajoutée à se retrouver dans une structure qui permet des rencontres, qui permet une animation, des projets communs. Et donc, quand vous m'avez invité à cette réunion, moi j'étais tout de suite enthousiaste parce que c'est bien ce qu'on veut faire. Vous avez vu qu'on met en place le réseau thématique, réseau de recherche thématique. En fait, on lance des opérations pilotes réseau de recherche thématique et réseau métier. Et l'un des réseaux thématiques, il est orienté justement interface entre la physique vue au sens large et la biologie. Et donc, vous êtes en plein dans le cœur du thème. Et ce qui veut dire qu'on va essayer de renforcer ces animations, remettre un petit peu de moyens et puis d'avancer. En plus, c'est une période intéressante. On discutait le fait qu'Elsa devient patronne au CNRS de l'agence climat, environnement, développement durable. Donc, si ces agences qui sont les suites des alliances montent bien en puissance, il y a aussi des opportunités, sans compter tout ce qu'il y a eu, les PEPR, etc. Donc, c'est toujours bien d'être en avance de phase en mettant le contenu avant le contenant. Et donc, ces discussions sont vraiment une grande valeur. Et aux interfaces, on peut inventer, on peut développer des choses nouvelles, aussi dans chaque discipline. Mais il y a plein de choses à faire à l'interface entre deux disciplines. Et donc, moi, je suis venu vous écouter un petit moment. Après, je vous laisse travailler et puis vous dire bravo, allez-y. C'est une belle initiative de discussion et que nous encourageons. Voilà, bravo à vous. Merci Philippe. Donc on va entamer deux présentations assez rapides des labos. Ça c'est bien de côté pour pouvoir se connaître. Alors je suis désolé, hein, ça va être un peu la même que la semaine dernière parce qu'il se trouve que DAF nous visitait la semaine dernière. Donc Isabelle n'avait pas encore fait le réviser, il n'y a pas de problème. Du labo. Donc le LCE, voilà, on est installé dans ce bâtiment depuis 2018. Avant on était sur deux sites. Vous avez quelques chiffres clés, hein, je vous donnerai la présentation, je ne vais pas tout détailler. On est à peu près 350, moitié permanent, moitié non permanent, ce qui traduit en fait une activité de projet comme dans beaucoup d'endroits, hein, mais qui est assez intensive, parce que la moitié de notre budget finalement c'est non permanent. Voilà, on démarche sur pas mal de différents projets. On est aussi un pourvoyeur de personnalités. Là, les académiciens, c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnalités scientifiques qui du coup sont plus au labo. Alors on les perd, mais en même temps ça gagne en rayonnement scientifique. Bien sûr, avec Valérie aussi, Valérie Masson-Delmotte, le GIEC, hein, on a eu une visibilité aussi importante. Alors 60 ans, Nicolas, tu me faisais une remarque sur les 60 ans. Je veux passer les diapos d'après. Pourquoi 60 ans? Ou c'est moi qui le fais? Non. Ouais, je vais le faire. C'est un peu long. Ouais, voilà. Pourquoi 60 ans? Parce qu'en fait, les questions, et je vois Olivier au fond de la salle, qui est un peu la trace aujourd'hui de cette histoire, peut-être, du suivi des radioéléments à très faible quantité dans l'environnement. Hein. Dès les années 60, le CNRS et le CEA se sont associés sur le plateau, alors plutôt en bas d'ailleurs, dans la vallée, pour travailler ces questions-là, pour comprendre l'environnement, comprendre le climat. Ça, c'était les années 60. 91, l'arrivée des calculateurs, et du coup, le CEA a créé le LMCE, laboratoire de modélisation, hein, autour des premiers CRAE à l'époque, je crois que c'était ça les machines, pour calculer effectivement le climat. Et puis, ça a pris un petit peu de temps, mais à l'issue de ce labo-là, on a fusionné pour créer le LSCE formellement il y a 25 ans, 26 bientôt, en 98. Mais on retrouve la trace dans l'histoire du labo de ces aspects-là. On a une tutelle universitaire, donc je pense que du cours, on y ressemble pas mal au BIAM avec ces trois tutelles. Depuis 2006, c'est l'UVSQ, donc je peux vous expliquer autour d'une bière pourquoi c'est l'UVSQ et pas Orsay, mais on verra ça ce soir.
Et puis, voilà, on s'est regroupé en 2018 sur ce beau bâtiment. Alors, le pitch du labo, pour faire court, parce que j'ai dit 10 minutes, donc ça va être rapide. Vous avez ici les mots-clés pour nous qui sont importants. Donc, bien sûr, climat, mais aussi homme et environnement. Donc, la position de l'homme dans tout cet ensemble-là est assez centrale chez nous aussi. Donc, passé, présent, futur, on traite un peu les différentes échelles de temps. Alors, on ne remonte pas aux 4,5 milliards d'années. Hein. On est plutôt sur les derniers millions jusqu'au prochain millénaire. C'est un peu notre plage, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on essaye de mélanger observation, modélisation, et puis aussi sur les données présentes, assimilation. Et bien sûr, on fait tout le continuum terrain, analyse de laboratoire et calcul. Et en fait, cette config sur les labos de climat, c'est pas unique, bien sûr, mais c'est assez quand même rare d'avoir aux mêmes endroits sur des questions, pas toutes nos questions, mais sur des questions à la fois le modèle et les mesures, finalement, un peu au même endroit. Pour nous, c'est assez important, même si on n'arrive pas toujours à le faire de façon exhaustive. Donc, les principales missions, la compréhension et l'analyse de la variabilité du climat passé et de sa dynamique, l'observation de l'actuel. Alors, on est quand même centré plus sur les gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et tous les transferts de différentes, je dirais, molécules et produits depuis la source jusqu'au sédiments marins, dans tout le continuum terre-mer, finalement. Et puis, la simulation du climat, que ce soit passé, présent, bien sûr, et aussi les projections dans le futur. Donc, on a un labo fondamental, ou amont, disons, je crois que les connaissances, c'est notre objectif. Notre produit, c'est les publics, quand même, principalement. Quantification des impacts aussi, de plus en plus, on va un peu vers ces questions d'impact et d'évaluation des solutions qui vont être mises en place pour traiter le changement climatique. Ensuite, notre écosystème, je reparlerai rapidement, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace, je dirais après. Et puis, on a beaucoup d'étudiants, c'est aussi une caractéristique. En ce moment, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, il y a à peu près presque 80 doctorants pour 160 permanents. Et puis, beaucoup de stages de jeunes qui passent par le labo. On avait compté 40 nationalités dans les 5 dernières années qui sont passées au labo, avec un lien particulier avec la hotline de DSSN, parce qu'évidemment, à chaque fois, ça peut poser des problèmes. Alors, on est organisé en 3 grandes thématiques, 3 grandes. Alors, au niveau CEA, ce serait des services. Je ne sais pas si vous êtes très non CEA, mais nous, on appelle ça des thèmes. Bon. C'est les UMR, hein, c'est toujours, on partage un peu les choses. Donc, le premier, c'est Archives climatiques et traceurs, qui est piloté par Amael Landais, où on va chercher un certain nombre d'archives du climat sur les océans, sur les continents, on les analyse en laboratoire pour constituer des séries temporelles sur le passé, ici de température par exemple. Un deuxième grand thème sur les cycles biogéochimiques, je suis désolé, la photo, et les transferts dans l'environnement, piloté par Jean-Daniel Paris, avec ses études sur l'actuel dont j'ai parlé. Et puis le troisième thème, tout a shifté, je suis désolé, climat et cycle, où on va sûrement regarder avec un ensemble de modèles, que ce soit des modèles de complexité intermédiaire jusqu'au modèle système Terre complet avec toutes les composantes intégrées et couplées. On va regarder un petit peu le fonctionnement du système climatique et de son évolution dans le temps. Alors, on héberge aussi un centre de plateformes, donc les infrastructures de recherche, un ICOS qui est pour les gaz à effet de serre, qui est une infrastructure européenne. Et on a ici le centre de calibration de tous les instruments européens qui passent par le SCE. Ensuite, la plateforme, alors le pendant pour les gaz réactifs et les aérosols, c'est Actris qui est en construction, qui suit ICOS avec quelques années de décalage, où on a un rôle un petit peu moins central, mais qui est aussi important de calibration d'une certaine catégorie d'instruments d'aérosols. On joue un rôle clé ici. Ensuite, plateforme modélisation avec IPSL, je vais y revenir. Et puis la plateforme Panoply, ça c'est une plateforme de géochimie analytique qu'on partage avec un laboratoire du plateau Géops, qui est un laboratoire plutôt surface et souterrain, je dirais, plutôt sur les questions géol. Et on partage cette plateforme un peu voilà, sur Paris-Saclay. Donc ça, c'est un peu notre plateforme un peu locale sur Paris-Saclay. Donc, on héberge aussi l'instrument national de mesure du carbone 14, le LMC 14, qui fait à peu près 80% de son activité au service de la communauté nationale, les collègues qui ont besoin de mesures de carbone 14, et 20% de recherche, où ils sont amenés sur des terrains assez variés, hein, que ce soit des datations d'œuvres d'art, les grottes, je les en dis beaucoup pour ça, hein, ils vont à Chauvet, donc ils sont assez faire des petits prélèvements. Datation de tableaux, etc. Donc, ils ont fêté leurs 20 ans là, en fin d'année dernière. Et donc, c'est une collaboration qu'on héberge depuis 2015. Avant, ils étaient un peu à part, mais on les a intégrés. Donc, notre produit, je disais, c'est les publications. Donc, on est assez actif
sur le rang des publis, hein, c'est à peu près 400 publis par an, avec des publics qui sont plutôt pas mal cités, je ne détaille pas, voilà, là-dessus, il y a de la production. Je vous ai mis aussi les chiffres, je vous donnerai la présentation, juste pour poser les choses par thème, hein, et par tutelle. Donc, sur les 160 permanents, hein, on a à peu près une centaine de CEA, une cinquantaine de CNRS et une dizaine d'universitaires. C'est ça les poids. Hein. Donc, on a labo CEA, enfin, au sens poids, 2 tiers, et puis quand même une contribution CNRS et UVSQ, Versailles Saint-Quentin, qui est pas dominant, mais qui joue un rôle aussi pour le lien avec les étudiants, bien sûr. Donc, je saute les questions de budget, ça ne nous intéresse pas trop ici. On est assez branché bilan carbone. On s'y est mis assez tôt, puisque les premiers bilans, c'était 2007. Après, il y a eu un gros trou quand même. Et juste avant le Covid, on a refait le bilan. Et là, on a refait un bilan 2023, plutôt pour 2022. Et donc, on a par catégorie, hein, avec les choses qui sont sorties, qui sont assez classiques maintenant, que les achats dominent. Ensuite, les missions, bien sûr. On a pu faire baisser, ça c'est la fin, là, comparé à 2019, on a pu baisser de 7% d'empreinte carbone, mais surtout grâce aux déplacements qui ont été réduits. Mais par contre, l'énergie a augmenté, le post-achat a augmenté, enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui ont augmenté, qui n'ont pas dans le bon sens. Donc, voilà, ça nous permet, on va essayer de le faire régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, hein, pour qu'on puisse suivre ce bilan. Les travaux, j'en parle pas. Voilà. Notre écosystème régional, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace. Pourquoi? Parce que dans les années 90, quand les calculateurs sont arrivés, on s'est vite aperçu qu'un labo ne pouvait pas tout seul faire tout le climat. Plein de composants, il faut couper tout ça. Et donc, on a un certain nombre de laboratoires qui se sont mis ensemble en 95 à peu près pour faire l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et Gérard Mégy à l'époque qui avait piloté ça. Et donc, nous, on est dans l'écosystème-là. Et ensemble, on a une grande réussite, c'est d'avoir fait ce modèle de climat système Terre français, qui est un des deux avec Météo France, mais qui est un de ceux les plus actifs, enfin, celui en France, je pense, le plus actif. Donc, c'est un modèle important pour nous. Et nous, on contribue à la fois sur des aspects, je dirais, de composants. Donc, par exemple, vous entendez parler beaucoup d'orchidées, c'est le sujet du jour important de notre côté, en tout cas. Et donc, ce modèle de surface continentale, végétation sol, c'est en grande partie le LSE qui le développe, pas tout seul, mais on amène beaucoup de manpower là, dans la salle, c'est le mot là-dessus. Donc ça, c'est très important. La chimie atmosphérique, un petit peu aussi, la chimie des océans. Et puis le couplage, on a une équipe et ça, le CEA, c'est une force côté CEA. Le CEA arrive à faire ça, à avoir mis dans les années 90 des ingénieurs vraiment sur l'aspect informatique et couplage du modèle. C'est très important pour le faire fonctionner. Et ça continue. On arrive à maintenir cette équipe au service finalement du collectif de l'IPS. Et puis notre écosystème local, vous l'avez là, voilà, il n'y a plus trop de grues, hein, ça est venu il y a 2-3 ans, mais c'est Paris-Saclay, donc là on est vraiment à l'antichambre de Saclay. On est positionné ici, à côté de Soleil. Et puis vous avez toute la partie Moulon, ici où il y a maintenant Centrale, l'ENS, Centrale Supélec, l'ENS qui sont installés. Et puis après, côté Berlin-Est, là, vous avez on fait sécession, Polytechnique, l'ENSTA, bon, on leur parle plus trop, mais bon, ils sont sympas quand même, on arrive à faire des choses avec eux. Parce que notamment, on a un labo, le LMD, qui a ses locaux par là, qui sont dans une PSL aussi. Donc c'est un peu compliqué les relations, on va dire, mais voilà, ça c'est notre écosystème. Alors on n'est pas tutelle Saclay. Encore une fois, on pourra parler de ça ce soir si vous voulez, c'est pas le sujet là. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là, juste pour d'horizon rapide, hein, juste pour pas être trop long. Et puis je passe la parole à David pour qu'il, par exemple, laisse changer le BIAM. En fait, on a plein de points communs, quoi. C'est assez extraordinaire. On a 3 tutelles, on a un enjeu sociétal qui est commun, qui est le climat, la biodiversité. Nos organisations sont très proches. Enfin, quand je vois la présentation de Philippe, vous allez voir la mienne, il y a plein de redondances, en fait. Et du coup, je trouve que c'est très bien qu'on ait ces 2 journées parce que je suis sûr, comme le disait Philippe, qu'aux interfaces, il peut se créer des choses encore mieux, encore plus de rupture. D'où l'idée qu'on avait depuis un moment de faire cette journée qui fait un peu un bilan de ce qui se fait, mais qui peut aussi donner des idées de nouvelles thématiques. Je meuble pendant que le PowerPoint arrive. Ça va. Ok. Je me mets là. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis dans mes slides, mais c'est vraiment pour vous donner la carte d'identité de l'Institut. Donc, on est comme le LSCE, on est une UMR, on est un département de la DRF qui a rang d'institut.
Donc c'est un peu un statut un peu compliqué, mais on se ressemble dans le sens, j'appuie sur ça. C'est un peu long. Ok. Donc nous, on a aussi 3 tutelles. Donc l'ADRF pour le CEA, CNRS, on dépend de CNRS Biologie, qui s'appelait INSB auparavant, et on dépend d'Aix-Marseille Université. Et donc on a, nous, 180 personnes et une centaine de permanents, 105 permanents. Et là aussi, c'est 2 tiers du CEA. Donc ça, c'est vraiment un peu un LSCE, un tiers plus petit, le BIAM. On est impliqué dans aussi ce qui s'appelle les instituts d'établissement pour Aix-Marseille Université. Donc, c'est l'Institut de microbiologie, bioénergie, biotechnologie, IM2B, un petit peu comme pour vous l'Institut dont tu parlais, qui est un institut universitaire. IPSL, Ouais. c'est une fédération au Sénat. Ok. Et je reviendrai, mais on est aussi dans des nouveaux bâtiments. Donc, il y a beaucoup de... par contre, même si l'enjeu sociétal est à peu près le même, les techniques, la communauté n'est pas la même, puisque c'est la communauté des biologistes, microbiologistes et biologistes biologie végétale, qui n'est pas du tout la même que la vôtre. Et donc, pour faire vraiment de manière très schématique, le BIAM s'intéresse à la capacité des organismes vivants à se développer via des ressources environnementales qui peuvent être limitées, qui sont naturelles, ou qui peuvent être contaminées par des éléments toxiques, et également la capacité de ces espèces biologiques à résister aux changements globaux tels que le changement climatique. Donc, on travaille à la fois sur des modèles très définis, que sont les plantes supérieures, les microalgues et les micro-organismes de l'environnement. Mais on travaille également sur les écosystèmes contaminés ou naturels qui vont être des réservoirs de biodiversité. Et donc, toutes nos recherches s'inscrivent dans, comme vous, de l'académique. Hein. L'objectif, c'est fournir de la connaissance, des publications, et puis répondre également aux enjeux sociétaux que sont les bioénergies, puisque les organismes vivants peuvent être une source de bioénergie, et puis tout ce qui est ingénierie environnementale et biotechnologie, en lien avec ces recherches qui vont depuis la séquestration d'éléments toxiques, la décontamination, la production de biofuels. Donc, on est vraiment dans des approches interdisciplinaires en biologie qui vont coupler de la génétique, de l'omique, mais aussi de l'interface entre la chimie et la biologie. Alors, nous, on définit aussi notre projet scientifique en 3 grands axes. Le premier, c'est de la photosynthèse aux bioénergies. C'est tous les travaux qui sont réalisés pour comprendre le processus de fixation du CO2 et son métabolisme carboné, et également les systèmes de régulation liés à la photosynthèse. Donc là, on est dans un axe très fondamental, mais qui peut aller après vers les biofuels. Le deuxième axe est lié à l'acclimatation aux challenges environnementaux. Donc là, on va retrouver le changement climatique, mais aussi les activités anthropiques. Et il s'agit là de tous les systèmes biologiques de réponse et d'adaptation à ces différents types de stress. Et le troisième axe est un axe plus interface chimie-biologie qui est lié à la capacité de ces organismes à produire des molécules à très haute valeur ajoutée, des biomolécules à haute valeur ajoutée, des biomatériaux, dans le cas notamment des organismes qui font de la biominéralisation. Donc c'est vraiment un aperçu vraiment très général des grands axes du BIAM qui colle en fait avec les différentes sections CNRS auxquelles nous pointons. Nous pointons à la section 23 qui est la section biologie végétale intégrative, c'est la section principale, mais nous pointons également aux sections 20 et 16 de CNRS biologie et la section 29 qui est plutôt la section écologie environnement. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, et ça colle bien sûr, puisqu'on vend tous notre soupe à nos différentes tutelles. Hein, je veux dire, il faut être clair. Aux mots-clés du CEA, bah, si, tu le sais, Philippe. Transition énergétique, transition climatique et environnementale. Et comme je l'ai mentionné également, aux instituts d'établissement d'Aix-Marseille Université. Donc là, c'est aussi la carte un peu de la production du BIAM et de sa notoriété. C'est un institut qui est très connu en biologie de l'environnement,
Il y a énormément de publications avec des papiers dans des journaux à très haut facteur d'impact. Les chercheurs du BIAM sont impliqués dans de nombreuses sociétés savantes, dans l'organisation de très nombreux congrès et dans l'obtention aussi de prix nationaux et internationaux. Et on a également énormément de capacité à aller rechercher des ressources financières par l'ANR, par des contrats avec les industriels et également via les programmes européens. Un point important, c'est que le BIAM est en charge de l'enseignement de toute la biologie végétale pour Aix-Marseille Université. D'où notre numérisation avec AMU et le fait qu'on a des professeurs et des maîtres de conf qui font l'enseignement. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est localisé sur 2 sites. On est localisé principalement sur le site de Cadarache, mais on a aussi une antenne du BIAM qui se trouve à la faculté des sciences de Lumini, à côté des Calanques, et là où se fait l'enseignement de la biologie végétale. Dans le contexte universitaire, donc, on dépend de l'IM2B et le BIAM est vraiment porteur de l'IM2B, parce que je co-dirige cet institut aussi, qui comprend 10 laboratoires sur l'écosystème d'Aix-Marseille qui sont spécialisés en biologie, on va dire, fondamentale, microbiologie fondamentale, biologie structurale et biotechnologie. Et donc, il y a un Master 2, il y a toute une activité, comme pour vous, j'imagine, au niveau de l'école doctorale, d'implication du BIAM dans l'enseignement. Alors, le point commun qu'on a aussi, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un nouveau bâtiment sur le centre de Cadarache et également une rénovation de tous les laboratoires du BIAM sur la faculté des sciences de Lumini, l'un porté par le CEA, l'autre porté par le plan campus. Et donc, on a aussi déménagé 50 ans de biologie en 2021, depuis des vieux bâtiments qui étaient à l'intérieur du centre, vers ces nouveaux bâtiments. Donc là aussi, on a été beaucoup en lien avec le LSCE au niveau de l'équipe de direction, parce qu'on avait les mêmes problématiques à gérer de nouveaux bâtiments, de déménagement, de sécurité. Et comme vous êtes passé avant nous, c'était bien parce qu'on a pu s'appuyer aussi sur vous et avoir vos retours d'expérience et gérer au mieux possible tout ce bazar. Donc, nous sommes organisés en fait en équipes de recherche. Il y a actuellement 9 équipes de recherche. En orange, ce sont les équipes spécialisées en microbiologie de l'environnement. Et en vert, ce sont les végétalistes, plantes supérieures et microalgues, avec l'équipe ici, qui est l'équipe qui est localisée à la Lumini. Et on va couvrir depuis les radionucléides, la tolérance aux métaux, la tolérance à la sécheresse chez ces organismes, jusqu'à la compréhension des processus de photosynthèse, du métabolisme carboné et des voies de signalisation qui sont associées. On a aussi des plateformes. Alors, contrairement à vous, ce n'est pas des IR étoiles, hein, c'est des plateformes collaboratives dans notre organisation. On a 2 plateformes qui sont labellisées, l'une IBISBA et l'autre Ibiza. Mais ensuite, ce sont plutôt des gros plateaux techniques qui sont partagés et qui sont dans notre organisation nécessaires à l'ensemble des équipes de recherche. C'est une forme de mutualisation. Donc, on a une plateforme d'imagerie, une plateforme de production de protéines recombinantes, une plateforme de culture donc des plantes, hein, parce que si vous venez un jour, il y a Phytotech, c'est vraiment la zone avec des phytotrons, qui sont des enceintes climatiques pour la culture des plantes, et qui sont des phytotrons pour la culture d'OGM. On a l'équivalent côté microalgues avec toute une plateforme de culture en conditions contrôlées des microalgues, Héliobiotech, et une plateforme de caractérisation de la production de composés carbonés par les microalgues. Et on a également une plateforme de bioinformatique qui est en train de monter en puissance. On a également une action au cours des dernières années. Dans les 5 dernières années, le BIAM a permis la création de plusieurs startups. 2 startups qui existent actuellement, donc Adéquabio et Biointrant, l'une qui a été maturée par le CNRS et l'autre par le CEA. Biointrant, en fait, offre aux agriculteurs des systèmes de dépollution des... Non, c'est Adéquabio, pardon, c'est une connerie. Offre aux agriculteurs des systèmes de décontamination des pesticides dans leur source de lavage des matériels agricoles. Et Biointrant, qui est licencié avec le CNRS, lui, propose en fait toute une série de probiotiques, en fait des biointrants, des intrants
pour l'agriculture et par la commercialisation de souches phytobénéfiques. Et on a une troisième start-up dans l'équipe de Yanghua qui est en train d'être maturée, qui s'appelle Alcasun et qui, elle, est beaucoup plus centrée sur la production de molécules carbonées via une nouvelle enzyme qui s'appelle la FAP, qui a été découverte dans l'équipe de Yanghua Libeso. Donc, on continue, en fait, on a dans notre nouveau bâtiment une zone qui permet d'accueillir les startups pour avoir un lien avec l'industrie. On est comme vous aussi très impliqué dans le Labo 1.5, l'éco-responsabilité, puisqu'on ne peut pas travailler sur l'impact climatique sur la biologie sans se préoccuper de notre impact. Donc, on a créé un magasin, on vient d'être doublement lauréat du prix Eco Challenge du CEVA pour le développement d'actions liées au développement durable. On essaie de travailler aussi sur l'accueil de personnes en situation de handicap. On a un point très important sur l'égalité femmes-hommes qui est pris en compte dans le BIAM, notamment au niveau de la structure des managers. On est à égalité femmes-hommes. On est aussi impliqué dans l'intégrité scientifique avec pas mal de rappels et puis on est en train de mettre en place le nouveau cahier de laboratoire électronique qui est déployé par le CEA, par le CNRS, le BIAM et Labo Pilote pour le déploiement du cahier de labo électronique. Voilà, donc on a toutes ces actions liées à la communication, à la vie de l'unité, exactement aussi comme vous le faites. Et je crois que j'en ai fini là. Ah oui, les actions aussi, comme vous, là on le voit partout, mais beaucoup de chercheurs du BIAM, d'ingénieurs et de techniciens sont impliqués dans des actions de... Enfin, nos recherches, elles sont très compréhensibles pour le grand public. Elles sont vraiment dans un domaine de préoccupation du grand public. Et donc, on est extrêmement sollicité pour s'impliquer dans ces actions grand public, que ce soit au travers de la fête de la science, chercheur toi aussi, je ne sais plus ce qu'il y a, mais il y en a des tonnes de participation des chercheurs du BIAM à ce type de manifestation. Voilà, c'était vraiment très général, la carte d'identité de l'Institut, avec l'ensemble des points communs que l'on a, qui sont quand même très importants. Je ne vais pas parler de ça, mais c'est effectivement aussi, c'est Nada, notre responsable communication. C'est vrai qu'on est très impliqué, comme vous, hein, sur des sujets un peu connexes, pas différents, mais... Voilà. Je te laisse la main pour la journée. Bah oui, merci pour merci cette journée. Hein, aussi, ouais. Donc, là, de toute façon, moi je reste. Il y a eu 2 volontaires du BIAM et 3 du LSCE, je crois. Combien vous étiez? Alors, il y a Christine qui est en ligne, Virginie, Ben, Fabienne. Ah, super. En tout cas, cette journée, donc c'est 2 demi-journées finalement. Et puis ceux qui viennent, il y a un bénéfice, puisqu'on pourra manger ensemble, boire un verre ce soir. Ceux qui sont en ligne, tant pis pour vous. Et on a fait que le grand s'ils sont pas loin. Ah ben, s'ils ont le droit, on pourrait s'interroger. Bon, bref, oui, ils ont le droit, bien sûr. On a légèrement changé le temps du dîner. D'accord. En fait, on peut y aller juste après la session poster, à 19h. On n'est pas obligé d'attendre 20h. D'accord, bon, ça raccourcit, c'est très bien. Donc voilà, on a 2 demi-journées d'échange, une session poster après cette première série de présentations, le dîner ce soir ensemble, et puis demain de nouveau des présentations, des discussions. J'ai l'impression que ça fait l'état des lieux d'un peu déjà les interactions qu'il y a, mais l'idée c'est de voir aussi plus qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et après, on ira demander des sous à Philippe Chaumas. En interface, mais attention les interfaces, vous l'avez mentionné, donc on aura des moyens, c'est normal. Effectivement, il y a des interventions sur des collaborations déjà existantes, et puis des sessions d'intérêt commun où on peut utiliser les intervenants des 2 côtés. Et puis, on a divisé par thématique. Donc, cet après-midi, c'est la végétation. C'est Fabienne qui sera l'animatrice. Et demain, les milieux aquatiques, les sols, et puis les solutions. Cet après-midi, on a aussi des solutions basées sur la nature. Super. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas pour ça. Et on va être attentifs. On est bien dans les temps, donc on va prendre le temps d'installer les présentations. Ah, ils sont belles, les chefs.